Alors un petit écho de cette émission Réplique où on a évoqué les années 70 que j'ai pleinement vécu. Et un point m'a intéressé, c'est l'évocation de Giscard d'Estaing, et qui avait un certain aristocratisme qu'il ne cessait de dénier par des actes de proximité au peuple, les, invitant les éboueurs maliens ou s'invitant dans des foyers modestes. Et voilà, il faisait de son mieux pour casser cet aristocratisme, ou du moins pour le masquer. Et l'intéressant, c'est qu'en effet, à la fin, quand il y a eu le scandale des diamants, le scandale des diamants de Bokassa, où Bokassa, qui était déchu, avait fait courir le bruit qu'il avait donné des diamants à Giscard, et il s'est révélé que oui, mais que c'était dans une mesure tout à fait modeste et naturelle. Giscard d'Estaing n'a pas daigné démentir la rumeur. C'était pas de son niveau. De sorte que, à la fin, il a déchu, et par le retour de son aristocratisme, qui considérait avec dédain la rumeur. Mais la rumeur, quand on est au pouvoir, il ne faut pas trop la dédaigner. La rumeur parcourt le peuple produit ou transporte des rumeurs, ça fait partie de son bavardage quotidien, c'est de son pain quotidien verbal. Et si on méprise la parlotte populaire, alors qu'est-ce qu'on fait avec le peuple? Donc, il a, il a retrouvé, mais à ses dépens, sa vérité aristocratique. Et comme quoi, et je le montre dans mon Shakespeare, les personnages, bon, Giscard n'est pas un personnage shakespearien, mais comme tous les personnages de pouvoir, ils sont rattrapés par leur vérité et généralement ils s'effondrent dessus. Un autre aspect justement de vérité, c'est qu'on a évoqué Jean-Paul Sartre et le fait que après 68, il était monté au créneau et la révolution, il a même écrit qu'il faut tuer chaque Européen parce que chaque Européen avait produit un esclave. Et c'est un peu extrémiste, pour le moins. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'au lieu d'aller un cran au-dessus et de voir de quoi c'est le symptôme, et car c'est un symptôme très courant chez certains intellectuels, qui n'est pas la quête de la vérité, mais quelle est la vérité en vogue en ce moment pour que je sois le premier qui l'a dit ou celui qui l'a dit le mieux, de la façon forcément la plus extrême. Donc au lieu d'analyser ce symptôme, on a oscillé entre, oui, mais il a écrit un bon livre, il a écrit La nausée, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé en son temps, mais voilà, il a fait des analyses phénoménologiques dans l'être et le néant, mais il a dit des conneries sur voilà, la culpabilité du monde occidental et européen, etc. Et je trouve que c'est plus intéressant de questionner chaque fois l'entre-deux, non pas le juste milieu, mais l'espace de jeu entre deux pôles extrêmes, et là, en l'occurrence, le désir de liberté, de
d'ouvrir l'esprit des gens. Moi, j'ai été nourri à la revue Temps moderne et je lui en étais redevable. Et puis le désir narcissique de briller en disant le plus extrême est possible et en montrant qu'on est encore plus hardi que ce qu'on croirait. Et je pense que cet entre-deux est un espace de jeu intéressant et qui permet de ne pas lancer des jugements comme ça à l'emporte-pièce. Et ça m'avait rappelé un tweet de Bernard-Henri Lévy que j'ai vu récemment où il dit oui, mais peu importe qui a envoyé les fusées, vous savez, qui ont atterri en Pologne, le coupable, c'est Poutine, c'est celui qui a déclenché la guerre, qui a mis à feu et à sang, et c'est très c'est joli. C'est d'ailleurs intéressant comme argument. On discute sur qui a envoyé les fusées en Pologne et on en vient à dire mais ça n'a pas d'importance, le coupable, on le sait. C'est comme si les petites vérités partielles devaient s'effacer ou disparaître derrière la grande vérité qu'on détient, qu'on est sûr de détenir. On est sûr qu'il y a le mal, c'est Poutine, et le bien, c'est Zelensky, l'Ukraine. Et c'est peut-être plus complexe que... D'abord, c'est intéressant que ce soit des Ukrainiens qui aient envoyé ces fusées. Peut-être qu'ils ne l'ont même pas fait exprès, peut-être que c'est un acte manqué qui signifie leur désir impatient d'étendre la guerre. Dès le début, Zelensky s'est adressé à chaque pays, chaque parlement, etc., leur disant, voilà, il faut faire la guerre à Poutine. Il voulait mondialiser la guerre, il voulait que le monde entier soit partie prenante de cette guerre, en quelque sorte qu'elle soit une guerre mondiale. Les gens ont été évidemment plus prudents, ont soutenu comme il le faut. C'est juste de soutenir et par des armes et par du fric et d'autres soutiens. Mais les choses ne sont pas, c'est pas de l'ordre du blanc et noir. Mais c'est vrai que Zelensky a un talent d'acteur, disons que cliniquement c'est un grand hystérique, qui sait mettre la pression à des gouvernants dont le métier c'est d'être inhibé, c'est d'être tellement poli, tellement lisse, qui sont pratiquement des morts vivants ou qui sont inertes, et lui leur dit attention, si vous donnez cet argent que vous donnez en achetant du gaz aux Russes, cet argent il nous tue. C'est très extrémiste. Les Russes n'ont pas besoin de l'argent de la France pour tirer sur des Ukrainiens, pour tuer des Ukrainiens. Ils ont largement ce qu'il leur faut, comme argent, comme armes, etc., même si leurs armes sont beaucoup moins efficaces que celles qu'on fournit aux Ukrainiens. Donc, les choses ne sont pas comme ça aussi tranchées. N'empêche que les gouvernants timorés s'inclinent, de sorte que là, on achète le gaz et le pétrole à des prix faramineux parce que on en achète à l'Inde qui l'achète à la Russie, et qui l'achète moins cher aux Russes et qui nous le vend plus cher. Là, on comprend que l'énergie coûte plus cher, qu'on comprend au moins par quel biais de moralisme mal placé. Parce qu'encore une fois, l'argent pour acheter ces produits énergétiques,
c'est pas ce qui sert aux Russes. Les Russes, ils en ont de l'argent, mais à n'en savoir que faire. C'est même leur maladie, leur tare. Ils ont des ressources, ils ont de l'argent, ils ont des intelligences, mais il faut croire que ben, la recherche est moins bonne, la recherche technologique est moins bonne quand on vit sous la chape de la peur, de la délation, qui est leur régime quotidien. Voilà. Bon, il y a d'autres choses. Donc, abordons ce conflit dans un esprit d'entre-deux. D'ailleurs, j'avais offert en son temps, il y a 30 ans, ce livre Entre deux à BHL, mais je crois qu'il n'en a pas tiré profit alors qu'il m'a dit « c'est génial ». Mais bon, il faut l'appliquer et c'est pas facile quand on a envie de détenir et de brandir une vérité inattaquable. Or, c'est l'interaction des vérités qui laisse émerger au-dessus d'elle une vérité un peu plus abordable. Une autre question était abordée, est-ce qu'on est aujourd'hui plus libre ou moins libre que dans les années 70 ? C'est une question difficile, là encore, c'est un entre-deux. On est beaucoup plus libre, on a beaucoup plus d'infos, de moyens, d'expression au moins, sinon d'action. Mais on est moins libre, pour les mêmes raisons d'ailleurs, par ce développement foudroyant d'Internet, des réseaux sociaux qui ont leur valeur, qui est celle de rompre l'isolement des gens qui souffraient dans leur coin et qui peuvent au moins rencontrer d'autres qui souffrent de la même chose. Et donc, ça rompt l'isolement, mais évidemment, ça instaure un régime de flicage, de doxa qu'on croit universel, alors que c'est des petits doxas, mais tyranniques, qui vous traînent dans la boue si vous n'êtes pas de cet avis, de l'avis qu'il faut. Et donc ça entrave la liberté que ça produisait. Et je pense aussi qu'on est beaucoup moins libre parce qu'il y a eu une collision entre, et si vous voulez, imaginez des gens du tiers-monde qui disent qu'ils se trouvent en Europe et qui se trouvent pas mal du tout, qui s'intègrent et qui disent « vous êtes coupable, vous avez colonisé, vous avez fait la traite des Noirs au XVIIIe siècle, etc. Et vous êtes coupable. » Et quand ils trouvent en face d'eux des gens qui disent « oui, on est coupable », là ça fait un clash entre la culpabilité narcissique et l'accusation narcissique. Et je pense que pour surmonter ça, il faut justement un travail d'entre-deux. Et tu dis, j'ai colonisé. Et où étais-tu quand moi je colonisais ? Raconte-moi un peu ton histoire. Et je raconte mon passé. Et peut-être en confrontant les passés, qui apparemment n'ont pas été dépassés, qu'on peut arriver à émerger, à sortir, oui, à dépasser ce face-à-face, cette confrontation et comme ça entre deux narcissismes ou entre deux identités pour savoir laquelle est dans le vrai, laquelle est la meilleure. Et ça, c'est le même concours qu'on a évoqué à propos de Sartre et même à propos de ce président aristocratique.